la possibilité de m'exprimer parmi vous et de votre invitation. L'idée de l'ouvrage, du livre, Le Sacré Camouflé, il y a un sous-titre, La crise symbolique du monde actuel. C'est-à-dire, l'idée centrale est d'expliquer qu'il n'y a pas que des crises économiques, que la crise sociale, toutes les crises que nous sommes en train de vivre, on confond une crise de la représentation symbolique de nos sociétés contemporaines. Et que c'est en fait le fait de ne pas pouvoir définir qui sommes-nous, que voulons-nous, en termes de représentation, et pas simplement en termes intellectuels ou rationnels, qui pose ensuite des crises sous-jacentes ou des conséquences plus évidentes qui sont celles d'ordre social, économique, financière et autres. Et celui qui m'a inspiré donc ce travail au départ, c'est un de mes vieux maîtres, qui est Mircea Eliade, qui je travaillais plusieurs années à Paris, lorsque justement il a posé, il y a déjà une cinquantaine d'années, dans son livre Le Sacré et le Profane, que je conseille à tout le monde, c'est tout petit, pas cher, et je n'ai pas les droits, il explique que l'homme moderne, et qui se sent et prétend à religieux, dispose encore de toute une mythologie camouflée. C'est ça qui m'a inspiré le travail, c'est une mythologie camouflée et de nombreux ritualismes dégradés, mais qui restent dans l'inconscient et dans nos besoins conscients, comme le fait de se réjouir pour le nouvel an encore, de prendre la crémaillère, quand quelqu'un déménage, des gestes apparemment anodins et simples, mais qui sont des expressions actuelles d'un fond très archaïque qui nous a jamais abandonnés. Bon, je ne vais pas développer, mais simplement, je pense, suffisamment clair, le fond archaïque du paléolithique supérieur ne nous a pas quittés, malgré que pendant 2-3 siècles, on a essayé d'évacuer et d'exprimer que tous ces éléments-là, notamment l'aspect mythos en nous-mêmes, est quelque chose d'enfantin, d'anodin, qui n'a pas une fonctionnalité réelle. Et que c'est bon, probablement, pour les enfants, mais à un moment donné, il faut privilégier le logos, le raisonnement, la logique formelle, etc. Donc, et j'explique dans l'ouvrage, justement, que malgré la sécularisation, le monde laïque, etc., les éléments correspondants à la dimension symbolique de l'être n'ont jamais cessé d'exister et d'être employés. C'est-à-dire qu'on a un discours qui n'est pas pour le symbole, qui n'est pas pour les rites, qui n'est pas pour le mythe, qui n'est pas pour l'archétype, bon, etc. Mais le fonctionnement de nos sociétés, même les plus séculières, font appel aux structures du sacré et du symbolique. Je donne plusieurs exemples, et tantôt dans l'architecture, par exemple, du Palais Bourbon, parce que ça m'a interpellé beaucoup, et on a un bâtiment de l'Ancien Régime qui va être donc désacralisé, entre guillemets, pour servir des temples de la parole du peuple, des élus du peuple, mais justement pour qu'il devienne capable de donner du sens au nouveau système, au nouveau régime, on va le structurer à l'intérieur en prenant l'exemple du théâtre d'Épidore. L'hémicycle du Palais Bourbon est construit à l'échelle exacte du théâtre d'Épidore, que, comme vous le savez, est le théâtre par excellence et les lieux de l'expression de la parole par excellence. Donc, on a besoin de recréer quelque chose en se réenracinant dans une source plus ancienne que le monde judéo-chrétien, parce que justement là il y a le conflit, mais bon, on évacue
la source judéo-chrétienne, mais on va vers une source plus ancienne, dans ces cas-là, la source grecque, qui va inspirer la démocratie, la république, etc. Et en plus, on décide de... Vous savez que le Parlement avant était à Versailles, sous les années 30, et donc pour créer la continuité, donc l'enracinement dans le symbolique et dans la sacralité du geste révolutionnaire, Parlement, etc., on amène le perchoir. Et l'endroit où s'expriment tous les députés vient de Versailles. Et donc on réintègre l'ancien dans le nouveau et on resacralise les lieux selon les nouvelles perspectives de ce qui est considéré sacré. Parce qu'il y a un autre point, et c'était assez fort, parce que quand je présentais le bouquin, c'était juste après Charlie, l'hypercachère, etc. Et là, ça m'a permis d'expliquer que le monde laïque a aussi sa sacralité. Parce qu'il faut bien comprendre que, bon, du point de vue anthropologique, nous avons deux options. Et plus de dénommer le sacré l'autre, ou le tout autre, parce que c'est la première définition de base avec Otto, qui va dire, bon, ce qui est sacré, c'est ce qui est totalement autre de ce qui se passe couramment, de ce que je connais, etc. Ça me permet de sortir dans un ailleurs, dans une autre perspective, une autre dimension de ce que je vis au quotidien. Ça, c'est une option. La deuxième option, qui n'est pas concurrente, mais complémentaire, c'est que le sacré, c'est ce qui est inviolable. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas transgresser. Ce qui est dit qu'on ne peut pas toucher. De ce point de vue, la République a des inviolables. Et quand on les touche, évidemment, les gens réagissent d'une certaine manière, et la fameuse manif, qui ensuite fait critiquer, est apparue comme une sorte d'exorcisme. Pour moi, une grande entreprise de cérémonie pour exorciser quelque chose qui venait d'être transgressé. Et justement, ce qui était très intéressant avec cette manif de plus de 2 millions de personnes, c'est qu'on ne réclamait rien. Et qu'on ne manifestait pas au nom d'un tel ou d'un tel. Et donc, il y a un partage silencieux et invisible de quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui peut exprimer l'écrit ou l'intellect. Parce que nous étions en pleine communion symbolique. Donc, quand on veut rejeter, marginaliser quelque chose comme le symbolique, qui est inhérent à l'être humain, qui est une des caractéristiques propres de l'être humain, ça revient au galop. Et évidemment, le problème que je signale dans l'ouvrage, c'est que le retour du sacré dans la transmodernité, de mon ami Stone, que vous avez entendu hier, c'est vrai qu'il y a un retour pour le sacré, mais le problème de ces retours, et j'attire simplement l'attention en termes de l'imaginaire, c'est que ces retours ne se font pas toujours sur l'aspect lumineux de l'archétype, mais sur les aspects obscurs de l'archétype. Pas forcément parce que c'est mauvais en soi, ou parce que ce qui revient est mauvais. C'est parce que le contact avec l'archétype ne commence pas par l'aspect lumineux, paradoxalement, mais par l'aspect ombrageux de l'archétype, que chaque individu et collectivité doit dépasser et transcender pour pouvoir atteindre l'aspect lumineux. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on ne se pose pas comme question, et qui permet aujourd'hui donc l'émergence des spiritualités ou des formes dites religieuses déviantes. Et ça, c'est tout le problème. Parce qu'au milieu de tout, bon, ben, tu l'as dit, avec les recettes, etc., mais ça va beaucoup plus loin. Parce que comme on a hypertrophié le régime imaginaire solaire, bon, Gilbert Durand, j'ai travaillé beaucoup avec le système de Gilbert Durand, que je connais personnellement, je travaille avec. Donc, dans les structures de l'imaginaire, nous avons 3 programmes pour traiter la réalité. Et nous avons tous, nous sommes tous équipés. Et il y a le système binaire, noir ou blanc, logique formelle, que nous pouvons dire c'est l'imaginaire solaire. Mais il est très efficace. Je ne vous ferai pas l'article.
Et une de ses caractéristiques, c'est qu'il tranche. Un de ses symboles par excellence, c'est l'épée. Ça tranche. Et donc ça permet de couper, bon, etc. Nous, en Occident, depuis 2-3 siècles, on a hyper utilisé ces programmes, qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il me permet de parler. Le langage fait partie. Et je ne pourrais pas discuter avec vous et vous me comprendre sans cet imaginaire solaire, hein, soyons clairs. Mais si on prive les traitements de la réalité dans la circulation de la conscience avec les autres deux programmes, nous pouvons engendrer un être vide de son imagination et de son pouvoir de symbolisation. L'autre système est l'imaginaire nocturne, qui est un système de régénération, qui est associé à l'idée de la mort, de l'obscurité, de la possibilité justement de s'interconnecter, de faire tout ce qu'a expliqué Anna, n'est pas solaire. Tout ce qui est immanent et qui n'est pas transcendant et fait partie de l'imaginaire nocturne. Ça, c'est le côté positif de l'imaginaire nocturne, pour qu'on se comprenne. Et au contraire, on en a besoin, parce qu'il permet de régénérer, de récomposer les choses. C'est un peu comme quand on dort. On récompose les choses, le rêve aide à récomposer l'identité, ce qui est essentiel. Bien. Mais il y a aussi l'aspect plus négatif, ou plus obscur de cet imaginaire nocturne, qui est l'euphémisation, le déni de réalité. Non, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Et va donner en même temps le relativisme de tout. Tout se vaut, tout est pareil. Et là, nous sommes en train de rentrer dans une époque où c'est l'imaginaire nocturne qui est en train de l'emporter, et on traite avec l'imaginaire nocturne les ombres de l'imaginaire solaire. Alors, nous pouvons parfaitement comprendre le djihadisme, qui est une pathologie de cet imaginaire solaire, traité à partir de l'imaginaire nocturne. Bon, je l'explique, je ne veux pas... Et toute forme de terrorisme, nihilisme, etc., tombe là-dedans. Donc, la difficulté que nous avons, c'est que, comme l'a dit très bien Ana González, on est en transit, avec le bon et le moins bon. Donc, il faut qu'on soit très vigilant, il faut qu'on observe, parce que pour moi, l'énorme absent dans cette histoire, c'est le troisième système de l'imaginaire, qui est celui qui est synthétique. C'est-à-dire l'union des contraires. C'est lui qui gère les contradictions. Et nous sommes en panne, aujourd'hui, d'imaginaire synthétique. C'est-à-dire nous sommes devenus incapables de comprendre comment relier les contradictions, relier des choses qui apparemment s'opposent pour qu'elles deviennent une unité dynamique. Parce que quand on rentre dans un système de contradiction, on est obligé de rentrer dans le mouvement. Et comme on est devenu très, pour le confort, un peu trop fainéant, on veut être très confortablement installé et pas trop dérangé, le mouvement perpétuel de la vie nous dérange. Et nous avons donc évacué quelque part des éléments essentiels pour nous ressourcer intimement. Parce que le problème qui apparaît dans tout ce type de situation, c'est que d'étant donné des solutions très rapides et très mécanicistes, on a réduit l'espace intérieur des individus. Ils ont peu d'espace pour pouvoir se rencontrer. Si nous voulons que l'âme s'envole, qu'on fasse ce fameux renversement, il nous faut de la place. Déjà de la place pour tourner. Mais si on est très étroit, si on est très à l'étroit à l'intérieur, on n'a pas la place même de se retourner. Donc, la fonction imaginative, qui est
complément, bien entendu, nécessaire à la raison, ne peut plus faire son job, qui est donner de l'espace, amplifié, dilaté, etc. Avec, bon, évidemment, des pathologies et des rétrécissements importants dans notre vision de l'existence, dans la façon d'aborder l'autre, etc. Donc ça devient très brut, très violent. Et les formes ne se retrouvent plus. Les formes plus harmonieuses, je veux dire, d'action, dans ce qu'on pourrait dire la civilisation. Et comprenez-moi bien, quand je dis civilisation, je me situe au paléolithique. C'est-à-dire accueillir l'autre, respecter l'autre, le considérer un être vivant, bon, etc., etc., se réduisent terriblement. Donc, il apparaît une incapacité de se situer par rapport à l'autre. Donc, soit j'imite l'autre, soit je rejette. Soit conformisme, qui est un peu tout le monde, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas dire autre chose que ce que c'est. Ou au contraire, rejet total. Et comme ça, nous allons avoir les extrémismes. Qui, dans les deux cas, sont pathologiques. C'est vraiment très complexe. Donc, j'explique donc la panne de nos imaginaires, de notre système de représentation. Parce que pour qu'on puisse accueillir l'autre, que ce soit l'autre individuel ou les migrants, pour donner un peu d'actualité à cette histoire, il faut qu'en termes individuels et collectifs, notre représentation soit claire. Parce que si je n'ai pas une représentation de moi-même, si la collectivité n'a pas de représentation d'elle-même, elle ne peut pas accueillir l'autre, parce que l'autre sera une menace face à un groupe humain qui ne sait pas qui il est, ni où est-ce qu'il veut y aller. Donc obligatoirement, il ne peut pas. Pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Ce qui est plus grave encore. Et ça, bon, ce sont des clés, je pense, qui permettent d'analyser mieux ce qui est en train de nous arriver. Parce que la plupart des choses qui nous arrivent sont d'ordre symbolique et ne sont pas simplement des faits sociaux ou géopolitiques. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est l'aspect visible de l'iceberg. Il faut qu'on se plonge en profondeur dans ce qui est dedans. Je conseille la récupération du trajet dans les trois imaginaires. Il ne s'agit pas de choisir un, deux, trois. L'équilibre non pathologique dans l'être humain et d'une collectivité, c'est la capacité de transiter la réalité par les trois imaginaires. Au niveau de nos tempéraments, de nos natures profondes, chacun est plus solaire, l'autre plus nocturne, l'autre plus synthétique. Nous avons tous des préférences. Bon, chacun va se situer. Mais l'erreur, c'est de camper simplement dans ce qui nous plaît. Et de nous spécialiser, entre guillemets, dans un imaginaire. Nous nous sommes constitués comme êtres humains à partir de ces trois formes d'apprendre la réalité et d'organiser les champs d'image que nous appelons imaginaires. Pour organiser les champs d'image, il faut que l'on récupère l'imagination. Et pour ça, je plaide pour un réenchantement humain. D'ailleurs, sans être naïf et pas regarder ce qui se passe dans les journaux, sans euphémiser et de dire non, c'est rien, il ne se passe rien. Justement, comme c'est grave, ce n'est pas la fin de faire du pathos. Il faut réenchanter, il faut récupérer et donner du sens. Parce que quand on donne du sens à quelque chose, quand on comprend quelque chose, on le réenchante aussi. Il faut utiliser le pouvoir d'enchantement de la sagesse. C'est idiot. Mais ça va tout pas mieux de dire resacralisation. Oui, resacraliser aussi. Oui, je parle de la resacralisation. Mais ça veut dire récupérer la notion de ce qui est inviolable. Ce qui est pour moi est indispensable. Mais il faut le recréer avec des nouveaux paradigmes, parce que tout le problème... Parce que la tentation de facilité, c'est de revenir au tabou précédent.
Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Le retour en arrière. Le retour en arrière est une pathologie du savoir-faire. Parce que le savoir-faire de chacun de nous est notre passé. Tout ce qu'on sait faire, on l'a appris à un moment donné. Donc, je dis que c'est une pathologie savoir-faire passé. Donc, dans le passé, peut-être on a résolu le problème de telle manière. Mais c'est le passé. Il faut l'avenir. Pour ça, il faut un savoir-être et pas un savoir-faire. Parce que le savoir-être est l'unique qui peut nous amener à faire face à l'inconnu, au mystère, à ce qu'on ne sait pas. Et il faut revenir au risque. C'est pour ça que je plaide à la fin du livre pour le retour à l'aventure. Le retour au système d'épreuves et le retour à une vision plus initiatique de l'éducation et moins performative. Voilà. Je pense qu'avec ça,